Tout de suite, le JT. De la Défense nationale, le général Issa Kamaloua Jamous a foulé le sol d'Amtiman pour une mission sécuritaire et de passation de charges entre le délégué général du gouvernement sortant et le nouveau ce vendredi 27 juin 2025. Fulbert Oumana pour le reportage. À leur arrivée sur le tarmac de l'aérodrome d'Amtiman, les membres de la délégation ministérielle ont été accueillis avec les honneurs républicains par le délégué général du gouvernement sortant, Dr Satadjem Succès, en présence des autorités administratives civiles, militaires, coutumières et d'une foule immense visiblement mobilisée. Après avoir salué les couleurs et passé en revue la troupe alliée pour la circonstance, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamad, et ses collègues se sont retirés pour un huis clos avec les responsables locaux afin d'évaluer la situation sécuritaire et administrative dans cette province meurtrie par un récent conflit ayant coûté la vie à un chef traditionnel. Le point d'orgue de cette visite fut la cérémonie solennelle de passation de services organisée sur la place d'indépendance d'Amtiman. Devant un parterre de personnalités civiles et militaires, le délégué sortant, Dr Satadjem Succès, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de l'État pour la confiance placée en lui durant son mandat, tout en remerciant la population de Salamar pour son accompagnement constant. Dans son allocution, le ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamad, a souligné la gravité des événements ayant secoué la province. Le gouvernement ne saurait rester indifférent face à la perte d'un chef traditionnel et aux tensions persistantes. La nomination d'un officier supérieur des forces armées à la tête de cette province est un choix assumé pour rétablir l'ordre, garantir la paix et renforcer l'autorité de l'État. Il a par ailleurs appelé à une mobilisation collective sans distinction aucune autour du nouveau délégué pour relever le défi de la sécurité. Et à chaque fois que vous aurez constaté des attitudes de défiance ou de défaillance, prenez les responsabilités qu'il faut. Et nous allons quand même suivre les orientations que vous nous aurez données pour pouvoir donc amener les uns et les autres à exercer pleinement leurs responsabilités. C'est à ce prix et à ce prix seulement que, en général, nous réussirons dans notre mission. C'est à ce prix seulement que nous aurions mérité la confiance du maréchal du Tchad. Et c'est à ce prix que je vous enjoins de pouvoir vous engager résolument pour permettre aux populations du Salamat de pouvoir désormais vivre donc en paix. Le moment solennel fut marqué par la transmission du drapeau, symbole de l'autorité républicaine, des mains des délégués sortants à son successeur, le général Ismat Isaka Acheï, en présence de la délégation ministérielle. Prenant la parole, le nouveau délégué a salué la marque de confiance des plus hautes autorités et a promis d'accomplir avec rigueur et abnégation la mission régalienne qui lui est confiée. Dans un ton ferme, il a déclaré « C'en est fini avec des kermesses de désordre. Place désormais à l'ordre républicain et au vivre ensemble dans le Salama. » C'est sur cette note de satisfaction que la cérémonie de la passation a pris fin officiellement. La prolifération des armes au Tchad a des conséquences graves sur le conflit intercommunautaire exacerbant la violence. Les armes facilement accessibles intensifient les affrontements entre communautés conduisant à des pertes en vies humaines, des déplacements de population et de destruction des biens. Cette situation aggrave l'insécurité et entrave ainsi le développement socio-économique, notamment dans les zones rurales où sévissent les tensions. Le constat de Mbaïnati Nicolas. La prolifération des armes légères et de petits calibres au Tchad est un facteur aggravant des conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi entre différentes ethnies ou groupes tribaux. L'accès facile aux armes à feu transforme les différents intercommunautaires, souvent liés à des questions foncières ou des ressources. Les violences armées entraînent des déplacements massifs de population, créant des crises humanitaires et augmentant la vulnérabilité des communautés affectées. Les affrontements détruisent les habitations, les infrastructures agricoles et le bétail, compromettant les moyens de subsistance des populations. L'État, pour cette question,
doit s'employer davantage, soit doit s'investir encore plus. Des fouilles, des désarmements se font, mais cela n'a pas empêché qu'on constate la prolifération des armes de guerre. La présence d'armes intensifie les rivalités entre communautés et entrave les efforts de résolution des conflits, rendant plus difficile le vivre ensemble. L'insécurité généralise, décourage les investissements, perturbe les activités économiques et limite l'accès aux services de base, freinant le développement des zones affectées. L'insécurité, la prolifération des armes de guerre est insoutenable. Et ça a des dégâts importants dans la population, dans tous les niveaux, que les gens s'assument. Au niveau du gouvernement, des responsables administratifs, des responsables sécuritaires, les gens s'assument. On ne peut réussir les renseignements que lorsque la population coopère. Selon le juriste et analyste politique, les capacités limitées de l'État à contrôler les frontières et à faire respecter la loi contribuent à la prolifération des armes, notamment au Soudan et en Libye, favorisent la circulation des armes. Ces armes, vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes un pays qui est à côté des pays voisins qui sont dans les conflits. Depuis, par exemple, la République centrafricaine, mais bien évidemment au Soudan, à l'est de notre frontière. Le dialogue intercommunautaire et les initiatives de réconciliation sont essentielles pour apaiser les tensions et favoriser le vivre ensemble. Contrôler les frontières et de lutter contre le trafic d'armes, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes efficaces de gestion des ressources naturelles pour prévenir les conflits liés à leur raréfaction. La collaboration entre les civils et les militaires est indispensable pour barrer la route à cette situation. Mais le Tchad est entré dans un cycle où la confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité est rompue. La prolifération des armes au Tchad exacerbe les conflits intercommunautaires et menace la stabilité du Tchad. Une réponse efficace doit être multisectorielle, alliant sécurité, développement, justice et réconciliation. L'implication de toutes les parties prenantes, États, communautés locales, sociétés civiles, les leaders religieux, partenaires internationaux est essentielle pour construire une paix durable. Restons toujours en société. Les caniveaux construits mais non couverts représentent un risque majeur pour la sécurité des usagers, notamment les piétons et les engins en milieu urbain. Voici à ce sujet le reportage de Wumbake Hogbe avec le récit de Meolang Hélène. Dans certains quartiers de la ville, on constate que les caniveaux construits par le ministère des Infrastructures ne sont pas entièrement couverts. Bien que les travaux ne soient pas encore achevés, certaines familles se plaignent de la présence de ces caniveaux ouverts devant leurs concessions. Pour elles, ces caniveaux non fermés peuvent servir de dépotoir et du coup perturber la circulation. Quelques citoyens témoignent des difficultés rencontrées, notamment par les enfants et les personnes âgées, lorsqu'ils doivent traverser ces caniveaux pour rejoindre l'autre côté de la route. Selon la route d'ici, ils ont commencé depuis quand même, là, je ne sais pas, mais concernant les caniveaux, ils ont commencé depuis là-bas jusqu'à présent pour fermer tout là, c'est un peu compliqué. Ils ont laissé en suspension. Et pour traverser le canal de l'autre côté, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Quand les caniveaux sont ouverts, il y a les moustiques qui dérangent. Les gens qui ont construit là, c'est une manière de nous créer l'insécurité. Au moment où ils n'ont pas mis le couvercle là, la nuit à partir de 22h, il y a des gens qui sont venus pour braquer les gens. Parfois ils dorment là. Même si tu sors à 2h, à 3h du matin, là, tu braques la torche là, tu vas les voir dormir dans le caniveau là. Donc maintenant, là, il y a des enfants qui se promènent sur la canal, là. Parfois ils tombent dedans, ils cassent les mains, les bras. Donc maintenant, nous on sait quoi faire. Même pour traverser, il faut d'abord contourner pour traverser. C'est là où c'est difficile pour nous. Nous on demande à ceux qui ont construit là de venir mettre la dalle là pour nous permettre de traverser. Je vois les gens, c'est sous ils viennent tomber là. C'est pas bon, et puis je vois les enfants même là, en marchant sur le canal, là, ils tombent là, c'est pas bien. C'est comme si c'est le travail inachevé. Le gouvernement doit voir et puis finir le travail là, depuis 4 ou 5 ans.
ils n'arrivent même pas à finir le travail jusqu'à là. Ils viennent, ils commencent un peu, ils s'arrêtent, ils partent jusqu'à revenir après, comme si le travail ne les intéresse pas, mais les risques sont énormes. Les caniveaux à ciel ouvert constituent une source de danger et posent de nombreux problèmes dans certains quartiers. Il serait mieux, après les travaux de curage, que l'entreprise en charge referme avec les dalles. Ceci va permettre d'éviter les accidents ou éviter les noyades des petits-enfants pendant la saison pluvieuse. Mesdames, Messieurs, nous aurons au cours de cette édition d'information un invité du journal. Il s'agit de M. Mohamed Digadibay, coordonnateur de la CASIDO. Il sera question, bien évidemment, avec lui de parler de conflits intercommunautaires. Restez donc avec nous. La dégradation de routes sur certains axes de la capitale N'Djamena rend la circulation difficile, obstruant des fois le passage aux riverains. Des nids de poules aux chaussées boueuses, cette dégradation nous amène à se poser quelques questions. Est-ce le manque de professionnalisme des entreprises chargées de construction de ces routes ou alors un laisser-aller de la part de l'État? Notre rédaction s'est intéressée à cette problématique qui touche non seulement la mobilité, mais aussi l'économie locale. Le reportage de Koinito Jacques-Jeannette. Sur certaines artères de la capitale, les usagers doivent faire preuve de patience. Les routes bitumées censées faciliter la circulation se détériorent à vue d'œil. Chaque fois qu'il tombe de la pluie, les nids de poules s'élargissent, les eaux stagnantes se multiplient et les véhicules peinent à circuler normalement. Pour les riverains et les commerçants, c'est un véritable cauchemar. Cette situation soulève assez d'interrogations. S'agit-il d'un problème de qualité des travaux réalisés, d'un défaut d'entretien régulier ou d'un manque de volonté politique? Les responsabilités semblent se diluer entre les entreprises contractées et les autorités censées suivre et contrôler les travaux. Et pourtant, les conséquences sont bien réelles. Perte de temps, augmentation des frais de transport, ralentissement des activités commerciales, sans parler des risques d'accidents. Or, un adage populaire de dire que la route du développement passe par le développement de la route. Il est donc urgent que les responsables en charge des infrastructures, au premier chef, prennent à bras le corps cette situation. Redonner vie aux routes, c'est relancer l'économie locale, faciliter la mobilité et renforcer la sécurité. Les populations attendent des actes concrets au-delà des promesses. Parlons d'un phénomène social puisque dans les rues de la capitale comme dans d'autres grandes villes du pays, les mendiants imposent leur présence de manière insistante, parfois agressive, forçant ainsi les passants à leur donner quelques pièces d'argent. Cette pratique est de plus en plus fréquente et soulève des questions morales, sociales et sécuritaires. Reportage. Après l'opération de rafle contre les mendiants sous le slogan Zéro mendiant, lancé par le ministre de la Sécurité et de l'Immigration le 12 octobre de l'année passée, la mendicité persiste et prend une tournure préoccupante. Certains mendiants, au lieu de solliciter l'aide avec respect, imposent leurs demandes avec insistance, parfois même de façon agressive. Loin de solliciter l'aumône avec humilité, imposent leur présence aux usagers de la route. La mendicité est le dernier recours d'une personne en détresse pour susciter compassion et solidarité. Mais lorsque la demande devient une exigence, parfois accompagnée de menaces verbales, d'insultes ou d'acharnement, elle crée un climat d'inconfort et d'insécurité, notamment pour les femmes, les élèves ou les personnes âgées. Ce comportement, en plus d'être irrespectueux, dévalorise la dignité du mendiant lui-même et donne une mauvaise image de la précarité. Il éloigne la population du réflexe de solidarité spontanée, remplaçant l'acte volontaire par une obligation sociale forcée. Ce comportement transforme un acte volontaire de solidarité en une pression sociale injuste. Il est urgent que les autorités locales encadrent cette situation, tout en mettant en place des politiques sociales ciblées pour aider les plus vulnérables, sans tolérer les dérives, car l'espace public appartient à tous et le respect mutuel est la base d'une cohabitation harmonieuse. Donner est un choix et non une contrainte. En santé, la beauté et la santé, les jeunes dames s'adonnent aux pratiques qui semblent être nuisibles à leur santé. Les manicures et pédicures, par exemple, devenues une tendance prisée par ces dames. Sonia Ranoudi s'est intéressée à ce sujet avec le récit de Maïdilem Alphonsine.
Utilisés par les jeunes dames et filles comme une tendance de beauté, les faux cils et les faux ongles sont les pratiques populaires pour embellissement. Les faux cils sont utilisés pour modifier et embellir l'apparence des yeux, permettant aussi d'agrandir le regard et d'ajouter du volume aux cils naturels. Par contre, les faux ongles sont utilisés pour allonger, renforcer ou améliorer l'apparence des vrais ongles. Un tour dans les salons de coiffure nous montre les réalités. Quelques jeunes dames rencontrées s'expriment. Bon, pour moi, c'est une façon d'augmenter encore et embellir la beauté des maisons. Ces questions d'habitude, je suis habituée à mettre déjà. Et ça me fait plaisir de mettre. Sans ça, là, je ne peux pas. Moi, là, je viens au salon là, presque des années maintenant. 2 ans, 3 ans. Ces pratiques peuvent entraîner diverses conséquences ou complications en court, moyen et long terme. Les conséquences principales incluent les réalités allergiques, ainsi que les dommages aux cils et aux ongles naturels. La santé n'a pas de prix, dit un adage populaire. Alors, on ne devrait pas ignorer la santé au détriment de la beauté, car la santé est divine et naturelle. Vouloir la modifier risque de la dénaturer. Il est donc crucial d'utiliser ces produits cosmétiques avec beaucoup de prudence et de modération, tout en restant naturellement belle. Pour mieux comprendre les conséquences sanitaires de cette tendance, nous y reviendrons avec l'avis d'un dermatologue au cours de nos investigations. Entre la santé et l'éducation, il y a juste un pas. Le complexe scolaire Académie Royale honore ses meilleurs élèves de l'année. Cet établissement a célébré l'excellence et le mérite de ses élèves. Une cérémonie a été organisée ce 27 juin 2025 dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères des Tchadiens de la diaspora. Chose vue, entendue, Majilem Alfonsi. Le complexe scolaire académique royal referme ses portes au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il a convoqué l'ensemble des acteurs à l'éducation pour faire le bilan des activités scolaires de l'année écoulée. Cette cérémonie célèbre l'intelligence, l'excellence et le mérite de chaque récipiendaire et partenaire, car l'éducation est un pilier essentiel pour la transformation, la garantie et la construction d'une nation. C'est la mission que se donne le complexe scolaire Académie royale. En revanche, il n'y a pas de l'éducation sans l'engagement ni la volonté. Un symbole fort d'enseignants passionnés, les élèves courageux et administration rigoureuse relève le comité d'organisation. Cette journée gravée dans la mémoire comme un moment de fierté reconnaît Mamad Nour, le président du comité ad hoc représentant des parents. Le comité ad hoc a une mission de construction et de lien. Le comité ad hoc que j'ai l'honneur de présider a été mis en place cette année avec une mission claire et ambitieuse. Notre comité aura pour mission de créer un espace de dialogue structuré entre les parents et la direction de l'établissement. Après l'effort vient le réconfort et la récompense. La discipline, le mérite, incarnent l'image du complexe scolaire Académie Royale. L'année 2024-2025 a été positive avec un taux de 85% de réussite au baccalauréat, a souligné le directeur général. L'Académie Royale envisage des réformes considérables en vue de tisser haut le Tchad parmi les nations en matière de compétences scientifiques. L'année 2025-2026, nous envisageons faire des réformes en profondeur. Rester uniquement dans le programme défini par le ministère ne peut pas résoudre nos problèmes. Nos enfants ont besoin de beaucoup plus de formation, de beaucoup plus de numérique, d'intelligence artificielle, de sciences et aussi de langue. Très ému par la performance physique et intellectuelle que dégagent ces élèves, avec un taux de 97% annuel, la marraine de l'événement, Madame Zahra Brahim Mohamed Idno, laisse entendre que cette belle cérémonie m'honore doublement, car elle coïncide avec mon jour de naissance. Et je célèbre ainsi mon anniversaire en votre présence, chers enfants, et en présence de nombreux parents ici présents et toute l'équipe administrative d'Académie Royale. Donc je suis vraiment comblée.
Un événement d'empreinte d'une démonstration mêlant créativité au talent, la danse, le taekwondo, la chorale scolaire. La remise des fournitures scolaires a fait place au trophée d'excellence aux meilleurs élèves cette année. Voilà, comme annoncé, nous recevons à présent notre invité du journal de ce soir. Je le rappelle qu'il s'agit de M. Mohamed Dinga Dimbaye, coordonnateur de la CACIDO. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Le Tchad traverse une situation sociale sans pareil due au conflit intercommunautaire. M. Mohamed Dinga Dimbaye, quelle est la réaction de la CACIDO? Oui, merci beaucoup. Vous savez, depuis quelque temps, le Tchad, si on peut bien le dire, gît dans une marée de sang. Pourquoi? Dans la mesure où, depuis quelque temps, on ne fait que parler des conflits intercommunautaires. Et la violence a atteint même son paroxysme. Le cas de Mandakao, de Goromel et également dans le Wadaï. Wadaï Salamat également. Également. Et la CACIDO, il faut le dire, dès les premières heures de ces événements, nous avons eu à faire des communiqués de presse. Parce que dans le Logoni occidental, nous avons une coordination qui est sur place. Dans le Wadaï, nous avons une coordination qui est sur place, qui nous informe à la minute près de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons, de la manière la plus ferme, eu à condamner ces atrocités, ces massacres, il faut bien le dire, ce sont des massacres, et nous avons appelé cela même une tragédie. Vous savez, prenez le cas de Mandakao et également le cas de ces Goromel, c'est ça? Oui. Eh bien, c'est des femmes, des innocents qui ont été massacrés de part et d'autre. C'est vraiment incompréhensible. Et dans le Wadaï, c'est aussi des massacres, également avec des armes à feu. Et la CACIDO, dans nos communiqués de presse, nous avons interpellé le gouvernement à imposer l'autorité de l'État à ce que les auteurs, les complices et ou co-auteurs puissent être interpellés et puissent être également jugés en situation d'extrême urgence. Et nous avons demandé également au procureur de s'autosaisir dans la mesure où, après analyse, eh bien, il ressort également que tout ça, c'est des questions d'impunité. Depuis que le Tchad a eu à avoir des conflits intercommunautaires, il n'y a pas eu un jugement ferme des auteurs et complices. Et là, aujourd'hui, nous sommes arrivés à des situations de violence d'une extrême gravité. Et également, en tant que société civile, nous avons demandé à ce que même les responsables, les autorités locales puissent être suspendus et démis de leurs fonctions pour que nous puissions également, au niveau de l'administration, amener des gens qui sont à la hauteur et qui connaissent, c'est-à-dire leur véritable mission. Donc voilà. Et nous avons également eu, au niveau de la société civile, demandé à ce que des campagnes de sensibilisation puissent être faites pour qu'il puisse y avoir une paix, une stabilité dans ces localités. Voilà. Il est bien vrai qu'il y a eu 2 cas d'affrontement un peu partout par le passé, mais cette fois-ci, la situation est devenue un peu plus grave. Comment est-ce qu'on peut expliquer la résurgence de ce conflit, M. Mohamed? Oui, vous savez, j'avais dit tout à l'heure,
il y a toujours le problème d'impunité. Il y a également le problème d'absence d'autorité de l'État, il faut le dire. Et également, depuis il y a cela une semaine, le chef de l'État a fait également une sortie très importante, interpellant les autorités sécuritaires de la haute hiérarchie jusqu'au niveau des administrateurs à prendre leurs responsabilités pour faire régner la sécurité. Donc, il y a une certaine fragilité, c'est-à-dire dans la gestion de ces problèmes de conflits intercommunautaires. Ouais. Et il y a aussi, il faudrait également le dire, il faudrait qu'on dépolitise le conflit intercommunautaire. Tant qu'il y a une politisation à outrance du conflit intercommunautaire, eh bien, ça va amener, c'est-à-dire les Tchadiens à s'entre-déchirer. Vous savez, il y a ces derniers temps la montée, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le repli identitaire. Il y a la montée également de la haine dans les propos des uns et des autres. Il y a des gens qui appellent à la division du pays, il y a des gens qui sont contre le vivre ensemble. Tout ça, c'est parce qu'il y a une absence d'autorité de l'État. Tout ça, c'est parce qu'il y a la question d'impunité qui se pose. Et je pense qu'il n'est pas tard et le gouvernement doit prendre les choses en main. Et nous pensons qu'avec l'appui de tous les acteurs, ce n'est pas le gouvernement seul, c'est-à-dire les acteurs politiques, la société civile, c'est-à-dire dans une union sacrée, on est appelé, c'est-à-dire à nous mettre dans le bain et essayer de trouver, c'est-à-dire une solution à cette problématique de conflit intercommunautaire. En tant qu'organisation de la société civile, comment entendez-vous jouer vraiment votre rôle dans cette affaire qui demande la contribution de tout le monde? Oui, bon, en tant que société civile, notre rôle, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de sensibiliser. Ouais. C'est de sensibiliser les différents acteurs, de sensibiliser la population à la culture de la paix, à la culture de vivre ensemble, et également à la cohabitation pacifique. Et notre rôle également d'acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme, c'est également d'attirer l'attention, c'est-à-dire du gouvernement, à tout faire pour que dans ces conflits, il ne puisse y avoir des violations des droits de l'homme. Parce que quand les gens meurent, quelque part, ça c'est une violation des droits de l'homme et c'est vraiment inacceptable que dans des conflits comme ça, les gens meurent et il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi nous interpellons encore une fois les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités, de ne pas, c'est-à-dire minimiser, c'est-à-dire les conflits. Aujourd'hui, c'est parce que on n'arrive pas, c'est-à-dire à faire un jugement qu'il faut. Et aujourd'hui, il faut le dire, comme j'avais dit tout à l'heure, les auteurs de conflits intercommunautaires, beaucoup sont en train de vaquer, c'est-à-dire à leurs occupations. Donc on a peur également que, concernant Mandakao et l'autre, et tout comme au niveau du Wadaï, on a peur également qu'on va arriver à cette situation parce qu'on a une justice qui est très lente, une justice qui ne répond pas, c'est-à-dire à chaud lorsqu'il y a problème. Mais maintenant, ce problème-là, c'est un problème vraiment délicat, c'est un problème vraiment très sérieux où il faut une justice pour les victimes. Parce que ces victimes-là, on ne peut pas accepter que ces victimes meurent comme ça, sans pour autant que les auteurs de ces crimes, les auteurs de ces violences ne puissent répondre de leurs actes. Oui.
Monsieur Mohamed Digadimbaye, Electron TV, en tant que chaîne citoyenne, organise depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui avec vous de séries de débats et reçoit également des invités afin de recueillir leurs avis par rapport à ce mal qui secoue le pays. Et les autres qui se sont succédés sur ce plateau du journal ont fait quelques propositions, notamment la mise en place d'un comité de sages ou l'organisation d'un forum axé uniquement sur les conflits intercommunautaires. Quelle est la proposition de la CACIDO? Oui, nous adhérons totalement à cette proposition et c'est une proposition que la CACIDO a faite il y a de cela depuis le conflit intercommunautaire à Sandana. Et la CACIDO, dans un communiqué de presse, a demandé à ce qu'il puisse y avoir un forum uniquement, c'est-à-dire des chefs traditionnels et les acteurs clés que sont les agriculteurs et les éleveurs. Et il faut qu'il y ait également la présence également de la société civile. C'est un forum où les acteurs politiques doivent rester loin. Il faut laisser les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les premiers concernés, les concernés eux-mêmes, gérer le problème sans pour autant politiser, c'est-à-dire le forum. Donc, nous sommes pour ce genre de forum et nous adhérons complètement. Et il faut également, au niveau de la chefferie traditionnelle, moi je pense que les chefs traditionnels jouent un rôle également capital. Il faut, c'est-à-dire mettre des moyens à leur disposition pour que dès que les conflits apparaissent, eux qui sont sur le terrain, il faut également qu'ils essayent de régler les problèmes. Mais aujourd'hui, la chefferie traditionnelle a perdu sa lettre de noblesse. Donc il faudrait que lors de ces forums-là, des moyens puissent être mis au niveau de la chefferie traditionnelle. Mais il y a également, ce que je voudrais également ajouter, les autorités religieuses, y compris également locales élues. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des conseils provinciaux. On a également des sénateurs, des gens qui s'occupent beaucoup plus des collectivités locales, de la gestion au niveau local, décentralisées. Aujourd'hui, dans ces conflits, si, je ne sais pas, depuis qu'on a fait l'élection, où sont partis les conseils provinciaux, on ne sait pas, les autorités décentralisées, c'est comme s'ils n'existent pas du tout. Sinon, en principe, les autorités locales, c'est des fils du terroir. Donc, eux également, il faudrait qu'on les implique également dans la gestion également des crises, des conflits communautaires. Donc, il faut également impliquer les conseils provinciaux, les sénateurs, surtout les autorités locales décentralisées dans la gestion. Eux également, ils peuvent également participer également à ce forum. Et donc je pense que nous profitons également par la voie de ITV, demander également au gouvernement de mettre un accent particulier sur ça, sur ce forum-là. Ce serait vraiment très très important pour renouer, c'est-à-dire le sentiment de vivre ensemble entre les agriculteurs et les éleveurs. La CACIDO œuvre dans le cadre de la protection, sinon la défense des droits de l'homme, et cette situation vous interpelle. En tant que leader de cette organisation de la société civile, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des uns et des autres? Oui, voilà, importante question. L'appel que nous profitons pour lancer aux uns et aux autres, c'est que tous les acteurs qui sont sur le terrain puissent tout faire pour cultiver, c'est-à-dire la réconciliation entre les différentes parties. Vous savez, depuis qu'il y a conflit, c'est-à-dire les concernés même ne se sont pas réunis pour signer, c'est-à-dire un protocole de réconciliation. Des missions vont chaque jour, c'est-à-dire quand il y a conflit, il y a des missions ministérielles qui descendent régulièrement. Ils vont, ils reviennent. Mais moi, je pense qu'il faudrait faire un effort pour que les acteurs concernés, c'est-à-dire ceux qui sont là sur le terrain, arrivent à signer quand même un pacte entre eux de réconciliation en attendant le verdict de la justice. Mais si on les laisse, ils se regardent en chien de faïence,
jusqu'à ce qu'il puisse y avoir le verdict de la justice, eh bien, vous avez vu, c'est-à-dire de Madakao, après ça a eu lieu de l'autre côté. Donc nous pensons que nous lançons un appel à l'unité, nous lançons un appel à la réconciliation, nous lançons un appel également à tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour diviser, c'est-à-dire les Tchadiens, de mettre un terme à cela. Le Tchad n'a pas besoin de cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vraiment, vous vous interpellez. Est-ce que vous êtes vraiment un Tchadien? Est-ce que ceux qui écrivent, est-ce que ceux qui agissent dans les réseaux sociaux sont même des Tchadiens? Les gens appellent, font des déclarations de haine. Les gens appellent à la division. Les gens appellent même, c'est-à-dire à une sécession. Mais le Tchad, quand même, il faudrait qu'on s'interroge. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous devons, au contraire, cultiver l'unité, cultiver la réconciliation nationale. Malheureusement, nous utilisons d'une manière très mauvaise les réseaux sociaux et nous profitons de l'occasion pour attirer l'attention de tous ceux qui utilisent ces moyens-là, alors que ces moyens-là sont mis pour le développement, pour le progrès des peuples. Malheureusement, nous, on l'utilise d'une manière anarchique. Donc, nous lançons également un appel, c'est-à-dire au gouvernement, de prendre ses responsabilités, d'imposer l'autorité de l'État, parce qu'il faudrait que l'État s'affirme. Parce que là, nous avons senti la fragilité de l'État. Donc, il faudrait que l'État s'affirme en tant qu'État. Il faut que l'autorité de l'État s'impose. Or, aujourd'hui, il y a des individus qui se sentent plus forts que l'État. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que la loi puisse sévir avec vigueur. Et tous les Tchadiens, c'est lui qui a fauté, c'est-à-dire doit répondre de ses actes. Oui. Donc franchement, nous vous remercions beaucoup, c'est-à-dire de ces échanges-là. Tout à fait. Essayez de le faire et nous également, nous allons continuer, c'est-à-dire sur le terrain, pour sensibiliser les Tchadiens à la paix et à l'unité. Voilà, c'est la fin donc de notre entretien. Monsieur Mohamed Dingadjiba, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la CACIDO. La CACIDO, c'est la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Une fois de plus, merci d'être là et de répondre à toutes nos questions. Merci à nous de vous remercier et à la prochaine fois, on est là à tout moment pour répondre à vos sollicitations. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Bonsoir.